Si tous les chemins mènent peut-être bel et bien à Rome, son métro, lui, ne conduit pas partout. Avec 2,8 millions d'habitants sur une surface de plus de 1285 km², Rome est immense. La ville éternelle, capitale de l'Italie et de la province du Latium, se situe sur les berges du Tibre, à une quinzaine de kilomètres de la mer Ionienne. Rome possède un réseau de transport que l'on pourrait qualifier d'hasardeux. La ville est un important nœud ferroviaire et possède 2 gares principales, la gare terminus historique de Termini et la nouvelle gare de Tiburtina, pour les TGV. Un réseau de trains de banlieue géré par Trenitalia dessert de nombreuses gares au sein de Rome, avant de continuer vers les périphéries. On trouve également un drôle de réseau de tramway composé de 6 lignes historiques qui ont la particularité de ne pas vraiment desservir le cœur historique de la capitale. On peut aussi citer la ligne de train léger Termini Giardinetti qui relie la gare au quartier Est. Une ligne qui mériterait, ma foi, une grande modernisation en profondeur. Et puis, bien sûr, on trouve toute une myriade de bus et de trolleybus. Les transports urbains sont exploités par la société Attac. Mais revenons-en au métro de Rome. Pour une capitale aussi grande, il est logique d'imaginer la présence d'un vaste réseau souterrain, irriguant l'ensemble des quartiers de la ville. Mais à Rome, on ne trouve que 3 lignes. La ligne A relie dans un tracé sud-est-nord-ouest la Cinecittà à Battistini, en passant par Termini et le Vatican. La ligne B, quant à elle, est un axe nord-sud reliant l'EUR au sud avant de se diviser en 2 branches au nord. Elle croise la ligne A à la gare de Termini et dessert aussi la gare de Tiburtina. Enfin, la ligne C relie les lointaines banlieues est et rejoint la ligne A à San Giovanni, où elle effectue son terminus. Il s'agit de la seule ligne automatisée du réseau. L'idée d'un métro à Rome n'est pas nouvelle. Dans les années 1930, le gouvernement fasciste de Mussolini commence les travaux de la future ligne B, qui doit relier la gare de Termini au quartier de l'Exposition universelle de 1942, l'EUR. Mais la Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement les travaux, et la ligne B ouvre finalement en 1955 entre Termini et l'EUR. En 1964, la ville de Rome voit grand et souhaite rivaliser avec Paris et Londres, en construisant un réseau de 110 km de métro. Mais rien ne se passe comme prévu. L'incompétence de la bureaucratie romaine de l'époque, la mauvaise organisation des travaux et les très nombreuses découvertes archéologiques ralentissent la construction du métro. La ligne A est finalement inaugurée en 1980, entre Ananina et Ottaviano, après plus de 16 ans de travaux. Début des années 90, la ligne B est étendue au nord de Termini, vers Rebibbia, puis en 2002 vers Ionio. En 2000, la ligne A est prolongée vers Battistini, son terminus actuel. Et enfin en 2014, la ligne C ouvre, d'abord jusqu'à Centocelle, puis en 2015 jusqu'à Lodi, et enfin en 2018 jusqu'à San Giovanni, son terminus actuel. Le métro de Rome dessert les grands axes de la ville de manière sommaire. Il ne passe pas sous le centre historique, puisque celui-ci est trop riche en matériel archéologique pour pouvoir être creusé sans d'énormes coûts de construction. Il permet néanmoins de relier les principales gares, le Vatican, le Colisée ou encore le Forum impérial. La station Termini, unique point de correspondance entre les lignes A et B, est un point de saturation important du réseau et concentre une grande partie des flux. Au niveau des stations, la ligne A se distingue par sa grande profondeur, surtout sous sa section centrale, rappelant le métro de Londres. On comprend la nécessité de creuser profondément pour éviter la couche archéologique. Néanmoins, elle remonte à la surface pour traverser le Tibre sur le pont Pietro Nenni, son unique et courte section aérienne. Les stations sont pour la plupart construites en bitube, avec un quai central, typique des stations profondes, tout comme la ligne C. En ce qui concerne la ligne B, plus ancienne, elle possède des stations plus proches de la surface et la section sud au-delà de Piramide est en grande partie aérienne. La ligne C possède les plus longues sections aériennes, jusqu'à Pantano. Aucune station ne se distingue vraiment par son architecture ou sa décoration. On notera simplement la présence d'artefacts archéologiques dans certaines stations et de thèmes colorés en fonction de la couleur de la ligne. Quant à la ligne C, toujours un peu à part par rapport aux 2 autres, elle est dotée d'une architecture contemporaine minimaliste, plutôt grisâtre, mais aux espaces bien plus vastes que sur les 2 autres. Ma station préférée reste Termini, sur la ligne B.
pour son grand plafond voûté et son côté historique, auquel je peux ajouter San Giovanni, pour son couloir de correspondance archéologique entre les lignes A et C et son ambiance futuriste. Au niveau du matériel roulant des 3 lignes, c'est plutôt cohérent. La ligne A est équipée de trains modernes du constructeur espagnol CAF, de type S300. C'est un matériel robuste et moderne, aux accélérations puissantes, idéal pour un métro aux stations plus éloignées, comme sur le métro romain. Sur la ligne B, on trouve majoritairement les mêmes rames CAF, auxquelles s'ajoutent aussi quelques dernières rames MB100 des années 1980. Sur la ligne C, on trouve un matériel encore plus moderne et différent, puisqu'il s'agit d'un métro automatique sur fer du constructeur italien Ansaldo Breda Hitachi. La ligne C est également équipée de portes palières, contrairement aux 2 autres lignes. Dans l'ensemble, le matériel roulant du réseau romain est plutôt moderne et conforme aux exigences internationales actuelles. Bon, voilà pour les 3 lignes du réseau romain. Néanmoins, si on s'arrête ici, la vidéo ne serait pas complète. Sur bien des réseaux dans le monde, la catégorisation entre métro et train urbain est bien plus fluide et floue qu'elle peut l'être en France, où les réseaux de métro sont toujours à part dans l'environnement ferroviaire d'une ville. Ce n'est pas tout à fait le cas à Rome. Et je pense qu'il faut que l'on aborde le cas de 2 lignes urbaines, hybrides, entre métro et train de banlieue. Au sud de la ville, on trouve la ligne Roma-Lido, une ligne ferroviaire urbaine qui relie la gare de Rome Porta San Paolo, station Piramide du métro B, à la partie maritime de Rome, Ostie, longue de 28 km et dénommée commercialement Metro Mare pour métro maritime. Elle est parallèle au métro B aérien entre Piramide et le UR et fonctionne comme une sorte de service express complémentaire à la ligne B sur cette section, sur le même principe que le métro de New York, puisqu'il ne s'arrête qu'à 3 stations contre 5 pour la ligne B. Bien qu'elle ait des fréquences de passage de l'ordre d'un train toutes les 10 minutes en heure de pointe, là où je la considère comme une ligne fluide réside dans le fait qu'elle utilise les mêmes trains que le métro, des séries CAF S300. Néanmoins, la ligne n'est plus exploitée par l'Attac, mais par la société Astral depuis 2019, après que la société Attac, qui exploite le métro, ait perdu son contrat d'exploitation pour cause de services trop dégradés. Au nord de la ville, on trouve une ligne similaire, exploitée également par Astral depuis 2019, la Roma-Viterbo. Elle relie en souterrain la station Flaminio, située au centre de Rome, en correspondance avec la ligne A, à Viterbe, une commune du Latium située à une centaine de kilomètres au nord. On y trouve 2 types de services. Les services urbains, limités à la station Montebello, à la limite de la commune de Rome, qui circulent toutes les 12 minutes, et des services extra-urbains, jusqu'à Viterbe, moins fréquents. La ligne est en partie souterraine sous Rome et possède 2 stations souterraines, Flaminio et Piazza Euclide. Elle possède également un grand nombre de stations sur sa partie urbaine. Elle utilise des vieux trains Firema E84 dans un état très dégradé qui participe à lui donner une mauvaise image. À l'avenir, Rome souhaite essayer tant bien que mal d'améliorer son réseau ferré urbain, via des extensions et en lui donnant plus de cohérence. Sur le site officiel de la ville, on trouve le PUMS, ou PUMS, un schéma directeur de développement des transports pour les prochaines années. Outre le développement du réseau de tramway, on y trouve également un important plan de développement du métro. D'ici la fin 2025, la ligne C doit atteindre la Piazza Venezia, via la station Colosseo, en lui donnant enfin une correspondance avec la ligne B, après des travaux qui ont duré plus de 10 ans. À l'avenir, elle sera encore prolongée jusqu'à Ottaviano, en transfert avec la ligne A, puis jusqu'au quartier de Clodio, et encore au-delà ensuite, à des échelles de temps encore inconnues au vu de la complexité des travaux. La ligne B devrait être prolongée de Ionio jusqu'à Buffalotta, et la ligne A au-delà de Battistini jusqu'à Montemario. Plus étonnant encore, on y apprend que la ligne Roma-Lido deviendra la ligne E du métro, et que des stations lui seront ajoutées. Un prolongement à l'aéroport est même à l'étude. Quant à la ligne Roma-Viterbo, sa transformation en métro F a déjà commencé, puisqu'un nouveau terminus pour la ligne urbaine est en construction sous le terminus actuel.
On y voit également la présence d'une nouvelle ligne, la ligne D, vieux projet encore en phase d'étude, qui doit soulager la ligne B en traversant pour la première fois le centre historique du nord au sud. On imagine la complexité et la lenteur des travaux qui seront nécessaires et ce plan ne verra sûrement pas le jour avant plusieurs longues décennies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Rome n'a pas un grand réseau de métro pour 2 raisons principales, qui la handicapent énormément. La mauvaise gestion de la ville pendant de longues années, et surtout, la richesse historique de son sous-sol, qui double le temps de travaux de tout projet souterrain. Rome est une ville magnifique, et son métro, outre sa petite taille, est néanmoins très fonctionnel, parfois bondé parce qu'il concentre des flux massifs. Néanmoins, la ville tente d'avancer. À Rome, la ville éternelle, les choses se font à une échelle de temps fort différente, son passé historique étant à la fois un joyau et une malédiction.